Chers amis, bonjour et merci pour votre accueil. Est-ce que tout le monde m'entend d'abord? Oui. Ça va? Formidable. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente cet exposé sur le transhumanisme. Bon, vous l'avez tous compris que c'est un sujet vaste, complexe et aussi protéiforme. Alors, cet exposé, j'ai eu le plaisir de le présenter à quelques associations de Gradignan, de Pessac, de Talence, à l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et puis à l'INRA où j'ai travaillé donc en recherche forestière. Alors, je suis ingénieur d'études en recherche forestière, je m'occupais de la gestion, en tant qu'administrateur, de la gestion du site de recherche forêt-bois de Pierreauton, donc à Cestas. C'est un site de 160 hectares, il y a 5 laboratoires, une unité expérimentale. Et donc j'ai pris ma retraite. Alors auparavant, bon, j'ai un long parcours, j'étais avant au CNRS et je m'occupais des recrutements, notamment d'ingénieurs, techniciens administratifs et de scientifiques. Voilà. Alors, je suis à la retraite depuis quelques années et donc j'ai le plaisir de faire quelques conférences comme le transhumanisme. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'un travail de synthèse. J'ai lu en effet plus d'une centaine d'ouvrages, articles. Et bon, comme chacune de vous, vous savez, quand on lit, on stabile le boss, on surligne, on fait des annotations sur le côté, et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas regrouper ça et en faire un exposé qui pourrait être utile un jour. Voilà, donc c'est le fruit de lecture de plusieurs ouvrages. Alors, vu l'étendue, évidemment, et la complexité du sujet, et pour respecter le temps imparti, je vous propose donc un survol de ce courant de pensée qui a pour but de changer durablement l'espèce humaine en l'augmentant. Alors, il y a Sophie Christine qui a gentiment dupliqué 2 articles. Donc, voilà, tu peux faire circuler. Alors, j'en ai des dizaines et des tonnes, voilà. Donc, si le sujet vous intéresse et si mon exposé vous donne soif, vous donne l'envie d'aller plus loin, vous pouvez me laisser vos coordonnées de mail et puis je vous transmettrai la liste de tous les articles que j'ai et puis vous me dites eh bien, ceux que vous aimeriez avoir. Donc faisons des économies et évitons trop de papier. Donc je pourrais vous transmettre ces articles. Alors c'est surtout sur l'IA, l'intelligence artificielle, sur la robotique et sur les questions philosophiques et éthiques que ce sujet pose. Alors ce courant de pensée est apparu en 1957. Alors oui, je sais qu'on peut déplacer le curseur jusqu'au grec, mais je crois que là, c'est pas possible, on arrêtera. Voilà. Ah d'accord. Alors merci pour ces conseils. Donc je commence par 1957, car c'est l'année où Sir Julian Huxley, biologiste anglais et fervent partisan de l'eugénisme positif, qui a introduit le mot transhumanisme, de l'anglais human enhancement, pour désigner l'homme augmenté ou amélioré. Alors à partir de là, eh bien, ce courant de pensée a fait son chemin, mais malgré qu'il fait partie de ces nombreux marronniers de la presse écrite, il reste méconnu pour beaucoup. Il reste mystérieux malgré son rationalisme affiché et inquiétant malgré ses promesses de vie plusieurs fois centenaire, de bonne santé et de jeunesse éternelle. Son premier projet, en effet,
de créer l'homme augmenté, immortel et tout-puissant grâce à l'utilisation de technologies puissantes, l'IA, l'intelligence artificielle, des NBIC, des nanotechnologies, biotechnologies, informatique, sciences cognitives, et des GNR, de la génétique, des nanotechnologies et de la robotique. Eh bien, ce courant de pensée suscite quand même de très fortes inquiétudes pour l'avenir de l'espèce humaine. Pour bon nombre de philosophes, théologiens et scientifiques, le transhumanisme représente une menace du même ordre qu'un conflit nucléaire, que le réchauffement climatique. Et en effet, n'assistons-nous pas déjà avec ces puissantes technologies qui façonnent notre économie, notre culture, nos comportements, notre corps aussi, eh bien, avec l'émergence de la technocratie, n'assistons-nous pas à l'affaiblissement de notre démocratie et de nos libertés individuelles, à la fin de l'homo faber, avec la robolution, c'est-à-dire la révolution par la robotique, conduisant à l'évaporation inexorable du travail. En effet, 50% des emplois au Japon seront assurés d'ici 15 ans par les robots. Japon, vous pouvez rajouter la Corée du Sud, et vous pouvez rajouter en fait tous les pays technologiquement avancés. Aux États-Unis, ce sera 47%, et en France, ça sera 42%. Donc, effacement de l'homo faber, et aussi effacement de valeurs de notre patrimoine spirituel judéo-héléno-chrétien. Le transhumanisme est porté en effet par des adeptes issus d'universités et instituts prestigieux, Stanford, Berkeley, Oxford, etc. Et ceux-ci ne sont ni de paisibles contemplatifs, ni de doux rêveurs. Utilisant de puissantes technologies, ils ont en effet pour but final de faire advenir le post-humanisme, c'est-à-dire la fin de l'espèce humaine. Ayant les moyens de leurs ambitions et bénéficiant de financements colossaux, les transhumanistes œuvrent dans des laboratoires de recherche à l'avènement d'un futur qui est loin d'être un conte de fées. Alors, mais leurs projets prométhéens, qui fascinent et inquiètent à la fois, sont-ils vraiment faits pour tous ou réservés seulement à une élite privilégiée et puissante? Alors, l'origine du transhumanisme, sans remonter aux Grecs, donc avec notre ami Huxley qui a introduit ce mot dans le langage des scientifiques, eh bien, dans la foulée, fin des années 50 et toute la décennie 60, le transhumanisme, produit de la cyberculture et d'inspiration humaniste et libertaire, est diffusé par un philosophe et futurologue d'origine iranienne, irano-américain, c'est Esfandiari Feridun. C'est la première grande figure du transhumanisme moderne. Il s'est employé à diffuser ce courant de pensée, d'abord dans les campus universitaires californiens, et puis après dans l'ensemble des États-Unis, suivi par Larry, qui était une grande figure du mouvement hippie, qui prônait le LSD, et je ne me rappelle plus son nom, Larry, je vous le dirai plus tard, et par Natasha Vitamor. Alors, quelles sont les sources d'abord de ce courant de pensée? Alors, le transhumanisme est le produit d'abord de la science-fiction. Deux grandes figures. Timothy Leary, voilà. Timothy Leary. Deux grandes figures. Aldous Huxley, que vous connaissez tous. Donc, grand écrivain, philosophe anglais, a écrit Le meilleur des mondes. Et son œuvre est inspirée de l'eugénisme. Et puis, Isaac Asimov, c'est vraiment la grande figure. Biochimiste et écrivain d'origine russe, ses nombreux ouvrages sur les robots a fasciné et inspiré le cinéma américain, Hollywood, avec les films 2001, Odyssée de l'espace, avec Terminator 1, 2, 3, Robocop, etc.
Alors, ces nombreux livres tournent sur les robots, l'homme bicentenaire, la fin de l'éternité, les robots et l'Empire, etc., etc. Mais il a eu aussi... Ah oui, ça défile. Alors, j'arrête. Je n'ai pas réussi à arrêter le chronomètre de mon diaporama. Donc, Isaac Asimov a eu l'intuition d'écrire les premières règles sur les robots. Et ces 3 règles ont été reprises par l'Union européenne et par la Corée du Sud. Donc quelqu'un qui était vraiment conscient de la dangerosité des humanoïdes équipés de l'IA. Il voyait bien que l'ère de l'homme biologique était comptée. Alors, le deuxième courant d'inspiration, c'est la philosophie des Lumières, c'est Max More. Max O'Connor, de son vrai nom, philosophe anglais, diplômé d'Oxford et docteur de l'Université de Californie du Sud, inspiré par les écrits de Nicolas de Condorcet, Emmanuel Kant et Pic de la Mirandole, il fédéra les cercles transhumanistes californiens pour créer le premier courant philosophique transhumaniste, l'extropianisme. Nous y trouvons la foi au progrès, la défense de la connaissance, la liberté individuelle, dans les 7 piliers de cette philosophie. Troisième source d'inspiration, on va faire comme ça, la technoscience. La technoscience, ce courant est porté par la pensée du singularitarisme. C'est compliqué, ça vient de singularité. Alors, c'est Ray Kurzweil, spécialiste de l'IA, qui créa ce courant avec Eli Yudkowsky et Nick Bostrom. Leur slogan, c'est « Rendre possible l'impossible ». Alors, ils partent d'un constat. Selon la théorie de Gordon Moore, la puissance de nos ordinateurs double tous les 18 mois. Donc, inévitablement, un jour, l'humanité sera dépassée par l'intelligence artificielle. Et donc, on atteindra le point de la singularité. Ce sera la fin de l'humanité. Alors, à ce rythme-là, croit-il, nous pourrions atteindre ce point de singularité avant 2050. Ils avancent même 2035. C'est-à-dire, nous basculerons dans le post-humanisme où l'intelligence artificielle pilotera le monde. Toutes les connaissances du monde, les mathématiques, la chimie, la physique, la philosophie, l'art, les émotions seront donc des algorithmes qui piloteront le monde. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme et quels sont ses buts, ses desseins? Alors, je vais faire passer l'autre. Non. Alors, la technique, c'est la technique. Quand ça va, mais ça va. Donc, le transhumanisme est un courant de pensée libéral, sur le plan économique, libertaire, qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer l'espèce humaine. Alors, selon Jacques Testard, c'est simplement un eugénisme relooké. Il se propose d'éradiquer la maladie, le handicap, le vieillissement. On va leur dire de se dépêcher pour nous. D'augmenter l'espérance de vie et de mettre même fin à la mort. La mort de la mort, selon l'expression de Laurent Alexandre, grande figure du transhumanisme français. Porté par des leaders de haut niveau universitaire, le courant transhumaniste évolue dans un écosystème cohérent. Une vision non mystique du monde, une philosophie matérialiste, une recherche appliquée et des startups dynamiques. Il n'y a ni contemplation, ni méditation, mais une philosophie entrepreneuriale. Alors, quels sont ces principaux courants? Donc, on a vu, il y a l'extropianisme et le singularitarisme. Mais aussi, il y a de nombreux autres courants. Pour ça qu'on peut mettre un S, on peut le mettre au pluriel. Il y a des transhumanismes, il n'y en a pas qu'un. Alors, de nombreux courants sont apparus aux États-Unis et dans le monde, peu ou prou, qui partagent la vision de ces deux courants, l'extropianisme et le singularitarisme. Alors,
voyons quelques-uns. Il y a le transhumanisme démocratique de James Hughes, le transhumanisme écologique, le transhumanisme hédoniste ou l'ingénierie du paradis, c'est beau, et le transhumanisme théorique. Alors on voit que ces courants transhumanistes créent de nombreuses associations, chacun a son ONG, a son association, a sa start-up, a ses laboratoires, et il se répand donc dans le monde, mais pas dans tous les pays, uniquement dans les pays technologiquement avancés. En France, c'est Technoprog, l'association transhumaniste. Là, on voit que le transhumanisme est bien dans une démarche de conquête du monde. Alors, sur le plan des idées politiques, c'est un mélange d'anarcho-capitaliste, de gauche libérale et de droite libertarienne. Alors, la plus importante des associations, c'est la WTA, pas la compagnie aérienne américaine, elle a fait faillite, hein. C'est la World Transhumanity Association, qui a été fondée en 1990 par Nick Bostrom, un philosophe, et Natasha Vitamore, designer. Alors, de quels moyens disposent ces courants et quelles sont les technologies utilisées? Voilà, donc à chacune ses labos, son boulot, son logo et sa start-up. Alors, ils se dotent de laboratoires de recherche, comme je disais, et créent des start-up et sociétés et qui sont dotés de financements importants car ils bénéficient de soutien financier et logistique, que ce soit du MIT de Boston, ils ont des laboratoires, ils sont mis à leur disposition. Oui, parce que la recherche aujourd'hui, on ne la fait pas comme au temps de Newton, dans son petit coin. C'est un travail d'équipe. C'est un travail aussi de partenariat. Et même nos laboratoires de l'INRA, du CNRS, de l'INSERM, eh bien, développent leur activité sur des projets de recherche. Ils viennent d'Europe, financés par l'Europe, ou de la région, ou des grosses entreprises. Bien là aussi, ils sont en capacité de créer des partenariats. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des doux rêveurs, mais des gens de haut niveau scientifique. Alors ils bénéficient aussi du soutien de la NASA et puis de Google. Et d'ailleurs, Ray Kurzweil a été embauché par Google pour travailler donc, sur l'intelligence artificielle il y a déjà une dizaine d'années. Alors cet univers entrepreneurial et technologique se nourrit des innovations technoscientifiques, car il n'y a pas de transhumanisme sans technologie. L'eugénisme, par exemple, a été donc mis en place par Sir Francis Galton, le neveu de Charles Darwin, en 1883, et déjà là, le slogan c'était « Améliorer l'espèce humaine ». Alors, la tragédie des camps de la mort discréditait pour de très longues années cette discipline, mais elle est revenue après, sous une autre forme, l'eugénisme positif, dont Huxley Sorel a été un des chauds partisans, puisqu'il était à l'origine d'un manifeste pour l'utilisation de l'eugénisme positif. Ensuite, la grande révolution, c'est 1945, avec la naissance de l'informatique et la création du premier ordinateur, l'ENIAC. Les capacités de cet ordinateur, retenez bien, c'était à l'époque 5000 opérations à la seconde. D'accord ? 5000 opérations. Et années 50, eh bien, c'est la naissance de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça ne date pas d'hier. Et c'est Alan Turing et John von Neumann qui ont mis en place cette nouvelle discipline. Et puis l'autre grande révolution, c'est celle de la robotique, le balbutiement de la robotique avec la conquête spatiale. Le premier satellite a été envoyé en 1957 par les soviétiques, ils sont loin d'ailleurs maintenant du peloton de tête. On le voit avec la tragédie ukrainienne qui nous montre l'état déplorable de cette nation qui était si puissante. Alors, c'est grâce à l'électronique et la robotique que naît
le premier couplage homme-machine. En d'autres termes, c'est la naissance du cyborg selon Nathan Klein. Le cyborg, c'est 50% d'hommes, 50% de machines. Alors là, c'est une fusée, hein, c'est l'ensemble. Il n'y a pas de pénétration dans le corps, il n'y a pas encore de modification, il n'y a pas des puces. C'est une prolongation. La fusée, elle est le bras du cosmonaute. Et il y a une rapidité d'exécution qui fait qu'il y a carrément une unité entre l'homme et la machine. Et puis 90, c'est l'explosion des NBIC, les nanotechnologies, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. C'est la convergence de ces 4 disciplines. Alors, elle permet beaucoup de choses. C'est la technomédecine kiné. On parle déjà des robots en chirurgie et des nanorobots aussi utilisés par la médecine pour aller détecter les cellules cancéreuses dans notre corps. Alors, évidemment, là, une nouvelle économie explose. Voilà. Et les années 2000, c'est le retour de l'intelligence artificielle. Elle devient un booster de la recherche et de l'économie mondiale avec la généralisation des supercalculateurs, des data et des algorithmes. On voit qu'il y a de l'intelligence artificielle partout, dans notre portable, avec le GPS, mixeur de madame et de monsieur. Parce qu'on est 2 à faire la cuisine, hein, attention. Bon. Et puis aussi les tondeuses de gazon, enfin voilà. Donc c'est le retour de l'IA dans tous les domaines de l'économie. Alors quels sont les responsables de cette discipline aux États-Unis? On voit, il y a Lee Marvin Minsky, et nous avons évidemment Ray Kurzweil, Eli Yudkowsky. Alors, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, il y en a 2. Il y a l'intelligence artificielle faible, qui a 3 niveaux, et l'intelligence artificielle forte. Nous sommes actuellement dans l'intelligence artificielle faible. Alors, c'est une machine, voilà, c'est formidable, parce que les génies, les gens très, très, très intelligents, très forts, ils ont l'art et la manière de résumer en des petites phrases très simples, des choses très compliquées. Alors vous voyez par exemple la définition de Lee Marvin est la suivante. L'IA est une machine qui réussit à réaliser des tâches complexes. Bon, d'accord? Mais encore. Bien, alors le premier niveau de l'intelligence artificielle faible, c'est une machine qui est capable de réaliser des tâches de n'importe quel être humain, de vous et de moi, tri des photos, conduite de véhicules, conseil pour des produits. Deuxième niveau, c'est un peu plus complexe. Alors la machine est capable d'accomplir des tâches d'humains très qualifiés. Diagnostic médical, nous y sommes. Au Japon, en Chine, vous avez maintenant des humanoïdes qui sont capables de faire un diagnostic médical. En Chine, vous avez un humanoïde qui a passé les examens de médecine. Et évidemment, il a été combien de fois? 10 fois plus rapide. Et évidemment, il a été infaillible. Donc, nous commençons à connaître ce deuxième niveau. Et puis aussi de traduction. Alors, traduire en plusieurs langues ou traduire en langage des signes. Alors, vous et moi, je ne sais pas si moi, je ne suis pas capable de traduire le langage des signes. Et donc, nous avons le chat GPT, que vous avez tous entendu parler. Donc, ce logiciel IA qui est capable de tenir une conversation avec un être humain. Et là, on voit qu'on approche de l'IA forte. Troisième niveau, toujours plus complexe. Alors là, la machine est capable de réaliser des opérations d'hommes géniaux, de femmes géniales, création artistique, jeux de très haut niveau, comme le jeu d'échecs. Vous vous rappelez, en 97, Deep Blue a battu
le champion du monde Garry Kasparov aux échecs. Vous vous rappelez aussi, en 2016, AlphaGo a battu le champion du monde Lee Sedol au jeu de Go. Donc, on y arrive à cette intelligence artificielle forte. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle forte? Eh bien, elle est dotée d'une conscience de soi. Elle est capable d'émotion et elle est capable d'apprentissage. C'est-à-dire, elle n'a plus besoin du concours de l'homme. Alors, elle passe normalement, elle est capable de passer le test de Turing, ce brillant mathématicien anglais, qui, vous vous rappelez, avait décodé le code secret des nazis. Eh bien, il a donc un des pères de l'IA. Son test, eh bien, ça consiste à faire dialoguer une machine et un homme. Mais c'est pareil. Donc, l'homme ne sait pas s'il a affaire dans la pièce d'à côté à un être humain ou à une machine. Et la machine est capable de répondre à ces questions, de tenir une conversation. C'est le test de Turing. Alors, penchons-nous un petit peu sur, voilà, à nous rencontrant des difficultés. Bon, ben oui, il faut bien qu'il y ait, voilà. Alors, penchons-nous un petit peu sur les supercalculateurs. Aujourd'hui, il y a une course folle aux superordinateurs et les pays qui caracolent en tête sont la Chine, les États-Unis, le Japon. Alors tantôt c'est le Japon qui passe en tête, tantôt c'est les États-Unis, tantôt c'est la Chine. Alors actuellement, eh bien, sont les États-Unis qui sont passés en tête. Voilà, ils ont doublé les Chinois avec Frontier, un supercalculateur qui est capable d'accomplir 1102 pétaflops à la seconde. Alors que ça veut dire voilà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des mesures, hein, comme les kilomètres, les mètres, les centimètres. Eh bien, les informaticiens, ils ont cette grille de mesures. Alors pratiquement, ça veut dire que nous sommes dans les milliards de millions d'opérations à la seconde. D'accord? Et alors, juste un petit détail. Vous vous rappelez, ENIAC, c'était 5000 opérations. Nous sommes à des millions de milliards d'opérations à la seconde. Et le plus puissant calculateur français, c'est Jean Zé. Il peut effectuer 28 millions de milliards d'opérations à la seconde. Alors, c'est là qu'on commence à se dire, mais oui, mais Gordon Moore, c'est pas si sot que ça, sa théorie que les ordinateurs doublent de puissance tous les 18 mois. Nous y sommes. Et le point de singularité, eh bien, c'est le stade où l'IA sera supérieure donc à l'intelligence humaine et aura une puissance de calcul de l'ordre de iotaflop. Alors là, c'est des milliards de milliards de milliards d'opérations à la seconde. Bon, alors je m'excuse d'être un petit peu, mais voilà, c'est pour un peu rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez là le classement des super calculateurs et on voit les pays qui caracolent en tête pour le nombre donc de supercalculateurs. Nous ne sommes pas trop mal placés, mais bon, pour ce qui est de la puissance, on est cinquième. Et vous voyez, même des États comme Israël sont dans la course, la Suisse, bon, et puis évidemment la Corée du Sud, le Royaume-Uni, etc. Alors, donc, l'an 2050 basculer dans la singularité, bon, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais pour nos petits-enfants, peut-être que là, il y a quelques craintes à avoir. Alors, sans recherche, pas de transhumanisme. Donc, les technologies utilisées par les transhumanistes, pas seulement eux, hein, on est d'accord, pas seulement eux. Mais eux, c'est plus inquiétant parce qu'ils ont un projet qui est celui de l'homme augmenté. C'est un projet qui fait fi de toutes les contraintes éthiques et morales. Et ça, c'est inquiétant. Et vous me direz que certains États sont dans la même trajectoire. Alors, ces fameuses technologies, IA, NBIC et GNR, elles permettent l'interconnexion
entre l'infiniment petit, la fabrication du vivant et les machines pensantes. Alors, on voit que les GAFAM, les BEDU et autres natus ont investi massivement dans les intelligences artificielles et grâce à l'exploitation du vivant, les géants du net se lancent là-dedans et obtiennent des taux de croissance et de profit supérieurs à l'industrie et s'assurent une source inépuisable de profit. Alors, qu'est-ce qu'elle permet, la révolution des GNR, génétique, nanotechnologie et robotique? Elle permet de reprogrammer notre propre biologie, de manipuler la matière à l'échelle moléculaire et atomique. Elle permet l'hybridation de l'homme avec la machine et de créer une intelligence non biologique supérieure à l'intelligence humaine. Avec ces trois révolutions, donc, technologiques, voilà, on va y arriver, eh bien, les scientifiques transhumanistes possèdent, notamment avec le CRISPR-Cas9, c'est les ciseaux moléculaires pour faire court, c'est une enzyme transportée par une l'ANR, qui va donc permettre de modifier l'ADN. Et on appelle ça les ciseaux, donc découper un morceau d'ADN, voilà. Donc vous m'avez compris, la manipulation génétique, ça va bon train. Et ça a été mis au point, cette technique, par Charpentier, une Française qui a eu le prix Nobel, et Douda, une Américaine. Alors, donc ils ont de formidables outils de recherche pour réaliser leur utopie de changer le monde et de changer l'espèce humaine. Alors, homme amélioré, homme augmenté, où en sont ces projets? Quel est l'état des lieux de ces recherches que mènent les transhumanistes? Alors, il y a le projet Homme 3.0 qui est piloté par Ray Kurzweil, le spécialiste de l'IA, en partenariat avec le MIT et de Boston et de Google et de la NASA. Alors, c'est un corps équipé d'ordinateurs invisibles avec un cerveau majoritairement non biologique. Et puis, il y a un autre chercheur, Kevin Warwick, qui travaille aussi sur le projet du cyborg de l'université de Reading en Angleterre. Vous avez un autre projet piloté par Elon Musk, voilà, une grande figure bien connue, ingénieur et PDG de SpaceX, Tesla, Neuralink. Bon, il y a le fameux projet de véhicules électriques et autonomes qui est pratiquement abouti. Bon, maintenant, c'est une affaire de réglementation qui est responsable s'il y a un accident. Voilà. Bon, ben, c'est carrément au point, technologiquement. Deux, eh bien, c'est son projet de voyage sur Mars avec la mise en place de lanceurs Starlink, SpaceX en partenariat avec la NASA. C'est abouti. Et puis, il travaille aussi sur le projet humanoïde Optimus avec la société Telsa. Et puis, il travaille aussi avec sa société Neuralink pour la connexion des cerveaux avec des machines. Donc, on prend des petites souris et on branche son cerveau sur une machine et on voit avec les signaux électriques ces pensées, en quelque sorte, pensées de peur, quelle zone du cerveau déclenche des réflexes pour se défendre. Donc, c'est du sérieux. En biotechnologie, alors il y a le projet de lutte contre le vieillissement. Ah, ça nous intéresse. Alors, je n'ai pas son numéro de téléphone ni son mail, je suis désolé. C'est Aubrey Degré. Alors, c'est un biorentologiste transhumaniste qui travaille sur les cellules. Et il a fondé d'ailleurs le laboratoire souris Mathusalem. Bon, voilà. Alors c'est ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est qu'ils retiennent certaines parties de la culture biblique. Puis de l'autre côté, on se dit, mais pourquoi ils ne continuent pas ailleurs, en économie, ou je ne sais pas. Bon. Enfin voilà, donc souris Mathusalem. Et puis il y a un autre spécialiste de l'université de Rochester qui travaille sur des souris. Et il a créé des souris transgéniques fluorescentes et qui vivent 30% de plus que leurs congénères.
et en meilleure santé. Donc on peut leur dire courage, dépêchez-vous. Et Craig Venter, biotechnologiste et aussi transhumaniste, qui a travaillé sur le séquençage du génome humain, donc c'est quand même pas quelqu'un de... Et qui a créé en 2010 la première cellule artificielle, le Microplasma Laboratorium. En nanotechnologie et neurosciences, eh bien, il y a le projet Avatar, transfert de l'esprit, piloté par le transhumaniste Dmitri Itskov, d'origine russe. Alors, ce serait intéressant, je travaille d'ailleurs là-dessus, pour préparer une conférence sur le transhumanisme russe, qui date de la fin du 19e siècle. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, il pilote la société 2045 Stratégique Sociale Initiative. Et puis en robotique, alors où sont utilisées les neurosciences, sciences cognitives et l'IA, de nombreux projets sont menés à travers le monde pour le fusionnement de l'homme et la machine. Les humanoïdes capables d'interagir avec les humains, il commence à en avoir un peu partout. Atlas, vous avez dû voir ce robot qui fait le saut périlleux, qui court, c'est du MIT de Boston. Vous avez Sophia, c'est le premier humanoïde à obtenir la nationalité saoudienne. Elle a la chance, on ne lui a pas demandé d'avoir le voile. Et elle est capable de tenir une conversation. Et puis Aiko, c'est le japonais, et Xiaoyi qui, tous deux, sont capables, alors l'un de traduire en plusieurs langues des textes, à tenir une conversation avec aussi un stock de connaissances pour exprimer des émotions. Cet humanoïde est capable de voir si vous êtes triste ou pas. Et vous posez la question, mais pourquoi es-tu triste? Et il vous donne même un encouragement. Donc, c'est surprenant. Et il y a des directeurs de maisons de retraite, notamment en Belgique, qui ont l'intention de s'équiper d'humanoïdes de ce type pour remplacer le personnel. Et il y a, je ne sais plus si c'est à Gand ou si c'est à Bruxelles, mais dans une maison de retraite, cet humanoïde est capable de jouer aussi les animateurs. Voilà, faire la gymnastique, de parler. Voilà. Bah oui, ça coûte moins cher que de payer quelqu'un pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans presque. Ah bah oui. Mais vous voyez qu'on est en complète contradiction aujourd'hui. On est dans des logiciels, on n'arrive pas à le changer. On veut faire travailler les gens jusqu'à 70 ans, mais il y aura l'évaporation du travail. Et ça touche toutes les professions, même intellectuelles, l'IA, la robotique. C'est pas que les métiers manuels. Enfin bon, c'est un autre débat. Et il y a eu quand même un moratoire déjà dans les années 70 pour que l'on mette la pédale douce sur la création de cellules artificielles. Mais bon, c'était dans les années 70. On a mis ça de côté. Ça nous fait rappeler l'exemple de Jacques Testard, qui, vous savez, c'était le premier, c'est le père du premier bébé éprouvette, comment elle s'appelle, Amandine. C'est Amandine, c'est ça. Et il a levé le pied pendant quelques années parce que ça a posé des questions. Mais bon, inexorablement, la technique, comme disait Jacques Ellul, continue son emprise sur notre humanité. Et on n'arrête pas donc cette avancée. Alors, on voit aussi donc la révolution, la révolution par la robotique, elle est en marche dans l'ensemble des pays, l'ensemble de nos économies. Alors, robot, ça vient de Karel Čapek qui a introduit ce mot robota dans les années 20, qui signifie travail, corvée, besogne. Alors les transhumanistes californiens, on voit qu'ils ne sont pas les seuls transhumanistes. La révolution est en marche dans le transhumanisme, mais aussi dans les nationalismes. Vous m'avez compris, que ce soit en Extrême-Orient ou même en Inde. Et une véritable course à la robotisation est engagée dans les économies développées. Alors on voit que la Corée du Sud est au premier rang
pour le nombre de robots, 932 robots pour 10 000 employés. Vous avez le deuxième pays, c'est le Japon, le plus robotisé. Ensuite, l'Allemagne avec 371 robots pour 10 000 employés. La Chine est sixième. Et oui, parce qu'ils voient aussi leur population vieillir. Et puis la France, elle est au 10e rang avec 194 robots pour 10 000 employés. Et on voit que le marché de l'emploi va être bouleversé, comme je le disais en introduction, et les robots assureront 50% des emplois au Japon, etc. Et dans le rapport Villani, d'ailleurs, Cédric Villani, qui a été chargé de faire une étude sur l'intelligence artificielle, eh bien, il donne les chiffres de 42% de métiers en France qui seront assurés d'ici 15 ans par les robots et aux États-Unis 47%. Alors désormais, pour réguler la révolution, la covolution est notre solution, c'est-à-dire maintenant il faut vivre avec, on peut pas faire comme si on était dans les années 50 et il faut réguler cela. Alors les robots compagnons ou remplaçants, la numérisation du vivant et le remplacement de notre corps biologique par des supports artificiels bouleversent nos valeurs morales, notre environnement physique et notre espèce humaine. La fin de la souffrance physique et l'augmentation des capacités physiques et mentales nous conduisent vers l'hybridation de l'homme avec la machine. Mon corps n'est qu'une enveloppe qui balade mon cerveau, Warwick, donc le biologiste que nous avons vu tout à l'heure. La fusion entre les deux avec des greffes et des implants de puces dans l'organisme est désormais possible. Vous avez vu dans un des slides un jeune avec des boules là. Alors il en est à sa 100e opération chirurgicale pour ses implants de toutes sortes. Donc on voit là, hélas, cette fusion entre le corps physique et les robots aller à grande vitesse dans tous les domaines. Ainsi, dans la course à l'amélioration de l'espèce humaine, l'Homo sapiens est pris en tenaille entre la robotisation de son corps et l'émergence de l'homme 3.0, l'homme augmenté. Il y aura dans le futur deux espèces distinctes, les augmentés et les naturels. Ceux qui voudront rester humains et puis qui seront en fait les perdants, hein. Et puis qui auront un sérieux handicap, ils seront les chimpanzés du futur. Voilà, c'est sympa, hein. C'est le professeur Kevin Warwick de l'université de Reading en Angleterre. Alors, les robots, futurs maîtres du monde et personnes électroniques. Alors, les robots font donc de plus en plus partie de notre environnement social, compagnons aujourd'hui, rivaux demain et maîtres du monde d'ici la fin du siècle. Les humanoïdes seront dotés du statut de personne électronique. Alors, on y travaille à ça. Alors l'animal qui a une conscience, qui est un être vivant, qui est relativement proche de nous, on ne lui reconnaît pas le statut de personne, il reste un objet. Et là, un tas de ferraille aura le statut de personne électronique, avec des droits. Et c'est donc une réalité en Corée du Sud. Hein, donc Isaac Asimov avait édité les 3 règles fondamentales qui inspirent donc la Corée du Sud. Depuis 2007, l'Europe qui travaille avec une charte sur les robots grâce à l'eurodéputé Madi Delvaux qui milite pour attribuer le statut de personne électronique. Donc c'est pas si loin, c'est pas si insensé, ça touche à notre réel. Alors des tensions à la disparition, faut-il avoir peur de l'avenir? La roboéthique peut être un outil pour préserver l'homo sapiens, être de chair, devenu être spirituel après 35 ans de tâtonnement, de doute, de construction philosophique, morale et spirituelle. Alors où nous mènent nos paradigmes économiques?
Au nom de l'efficacité, au nom de la sécurité et de la croissance, les normes de qualité bousculent nos lois et nos droits. L'élu est éclipsé par l'expert et le citoyen par le consommateur. Avec l'évaporation du travail, nous nous acheminons vers le remplacement de l'homo faber par le cyborg. Comment alors vivre sans travail? La médecine du futur bénéficiera-t-elle uniquement à une élite riche et puissante? Les extropiens et les singularitariens croient à l'extinction des plus faibles. Alors, quels sont les alerteurs? Vous avez deux camps, les bioconservateurs et les bioprogressistes. C'est commode de classer les gens comme ça. Alors, combien de divisions? Alors, nous avons nos chers Elluliens, l'association internationale de Jacques Ellul, qui, naturellement, critique beaucoup ce courant. Nous avons le Vatican, et puis les deux autres religions monothéistes, islam et judaïsme. Alors ça paraît naturel. Et par contre, étonnamment, le bouddhisme tibétain et les Mormons, ils ont créé d'ailleurs une association transhumaniste. Et puis les hindouistes ne sont pas très, très opposés à ce courant transhumaniste d'améliorer l'homme. Et d'ailleurs, alors là, c'est pas du bouddhisme, c'est le shintoïsme, enfin bon, c'est très proche. Vous avez au Japon un humanoïde qui fait, entre guillemets, la messe au temple shintoïste. Donc il prononce des prières pour les ancêtres, il vous fait la messe. Alors, donc on a vu naturellement ceux qui sont contre, étonnamment ceux qui sont pour, sur le plan religion. Évidemment, ceux qui, philosophiquement, comme Francis Fukuyama, critiquent le projet prométhéen de fabriquer des enfants supérieurs, des corps sans âge et des âmes pleines de félicité. Et heureusement, des voix de tous bords s'élèvent enfin pour nous mettre en garde sur les dangers d'une IA hors contrôle. C'est un danger aussi menaçant que le réchauffement climatique, la guerre nucléaire ou l'explosion démographique. Et parmi les signataires de ce manifeste, mettant en garde contre les dangers d'une IA non contrôlée, il y a Elon Musk, Bill Gates et le regretté Stephen Hawking. Alors la solution que proposent des scientifiques, des philosophes, quelques théologiens est d'inculquer nos valeurs à la machine, de réguler et canaliser la puissance de l'IA par des comités d'éthique et au niveau mondial, évidemment. Alors l'humain doit rester au centre et la technologie doit être à son service. Alors Philippe de Villers considère que le transhumanisme comme projet politique va nous être imposé tout en douceur par la société de consommation, car c'est un narcissisme tentateur et irrésistible. Dans la société post-humaniste, la conception de l'homme aura changé, il n'y aura plus de place pour les handicapés, les faibles d'esprit ou de corps, plus de place pour les sous-hommes insuffisamment performants. Alors de Babel à la Silicon Valley, l'orgueil monstrueux, l'hubris dénoncé par les Grecs et Saint Paul, nous conduit vers la fin de toutes les charités, au nom d'un monde meilleur, le meilleur des mondes, le post-humanisme. Alors, question, ne sommes-nous pas un peu des Monsieur Jourdain améliorés, des transhumanistes sans le savoir? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie.